Ils ont détruit la Terre en seulement 96 heures. Ils ont tué leur fille et séparé deux êtres qui s'aimaient plus que tout. Mais lorsqu'une découverte révèle enfin la faiblesse de l'empire le plus puissant de la galaxie, David et Nadia n'ont plus qu'un seul choix, sauver l'humanité, ou mourir ensemble. Si vous aimez les grandes épopées de science-fiction, abonnez-vous et embarquez avec nous. L'écho d'Andromède. Chapitre 1 La chute. Personne n'avait vu venir la fin du monde sous cette forme. On avait imaginé 1000 scénarios d'apocalypse, astéroïdes, guerre nucléaire, intelligence artificielle devenue folle. Aucun stratège, aucun visionnaire n'avait imaginé qu'un jour, le ciel s'ouvrirait au-dessus de la terre pour laisser descendre des cathédrales de métal noir, silencieuses comme des tombeaux, et que ces cathédrales porteraient un nom venu d'une galaxie voisine, le Dominion Xylar. Il n'avait pas envoyé d'ambassadeur. Pas de sommation, pas d'ultimatum. Seulement une pression, d'abord diffuse, comme une migraine collective qui s'était abattue sur l'humanité entière un matin de printemps. Puis les vaisseaux mondes étaient apparus aux abords de l'orbite martienne, et la pression était devenue une voix. Une voix qui ne parlait à personne en particulier et à tout le monde à la fois, qui s'insinuait derrière les pensées comme une main glissée sous une porte. Vous êtes utile. Vous ne serez pas détruit inutilement. David Muller se souvenait de cette phrase avec une précision chirurgicale, comme on se souvient d'une brûlure. Il était alors ingénieur en chef d'un chantier orbital spécialisé dans les technologies furtives, un homme de 34 ans qui croyait encore, ce jour-là, que l'intelligence humaine pouvait résoudre n'importe quel problème si on lui donnait assez de temps. Le Dominion ne lui en laissa pas. Les flottes terriennes, pourtant considérées comme la force militaire la plus avancée jamais construite par l'espèce humaine, s'effondrèrent en 96 heures. Ce ne fut pas une bataille. Ce fut une leçon. Les vaisseaux mondes Xylar n'avaient pas besoin de viser, leurs commandants partageaient une conscience unique, distribuée entre des milliards d'individus, capables de calculer chaque trajectoire, chaque parade, chaque feinte avant même qu'un pilote humain n'ait fini de penser sa manœuvre. Nadia Volkov commandait alors un escadron des Anges de la Mort, l'unité d'élite des commandos orbitaux. Elle survécut à la bataille de l'orbite haute parce qu'elle désobéit à un ordre, le seul acte de sa carrière qui la sauva et qu'elle ne se pardonna jamais tout à fait, car d'autres, en obéissant, moururent à sa place. Les capitales devinrent des étendues de verre noir, fondues par des armes à singularité qui ne détruisaient pas la matière, elles la repliaient sur elle-même, créaient de minuscules effondrements gravitationnels qui aspiraient des quartiers entiers dans des points sans dimension. Paris, Shanghai, Lagos, New York, des noms qui devinrent des cicatrices sur les cartes. Les survivants fuirent vers les colonies extérieures, vers les stations minières de la ceinture, vers les arches orbitales à peine terminées. Le dernier gouvernement humain se dissolut dans une succession de messages de plus en plus courts, de plus en plus désespérés, jusqu'au silence. David et Nadia, mariés depuis 6 ans, évacuèrent avec leur fille, Elena, 5 ans, vers l'abri orbital Kessler 7, présenté comme une forteresse inviolable. Il ne le fut pas. Un canon à singularité Xylar, tirant au hasard sur ce qui ressemblait à une cible militaire, perça la coque de Kessler 7 en un dixième de seconde. Le module où dormait Elena fut aspiré dans le vide avant que quiconque n'ait pu réagir. David tenait sa fille par la main l'instant d'avant. Nadia venait de quitter la pièce pour répondre à un appel d'urgence. Ni l'un ni l'autre ne parvint jamais à formuler cette phrase à voix haute, ce n'est la faute de personne. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, chacun avait trouvé un responsable, l'autre, ou soi-même, selon les nuits. Le deuil ne les rapprocha pas. Il les sépara, lentement, méthodiquement, comme deux continents qui dérivent sans qu'on perçoive le mouvement avant qu'il ne soit trop tard. Ils ne se disputèrent jamais vraiment. Ils cessèrent simplement de se parler, puis de se voir, puis d'exister l'un pour l'autre autrement que comme un souvenir douloureux qu'on évite de croiser. David se réfugia dans le travail, dans les circuits, dans les plans de vaisseaux furtifs toujours plus ambitieux. Nadia se réfugia dans le vol, dans la vitesse, dans les manœuvres suicidaires qui lui valurent une réputation d'invincibilité que ses supérieurs prenaient pour du courage et qu'elle savait, elle, n'être qu'une forme lente de sacrifice. L'humanité, en exil dans les nébuleuses les plus reculées du système, referma les portes de ses derniers chantiers secrets et commença à préparer sa revanche. Dans les mois qui suivirent la mort d'Elena, David revit Nadia exactement 4 fois.
La première, lors de la cérémonie funéraire improvisée à bord d'une station de fortune, où ils se tinrent côte à côte sans se toucher, chacun fixant un point différent du vide spatial à travers le hublot, comme si regarder ailleurs pouvait diluer la douleur. La deuxième, lors du partage des affaires d'Elena, un petit sac de tissu contenant une poignée de jouets miniatures, un carnet de dessins d'étoiles griffonnées à la main, une mèche de cheveux conservée par une infirmière compatissante. Ils se disputèrent ce jour-là, non pas sur le fond, mais sur la forme, qui garderait quoi, comme si posséder un objet plutôt qu'un autre pouvait alléger le poids de l'absence. La troisième fois, ce fut un simple croisement dans un couloir de la station Kessler annexe, où survivaient encore quelques milliers de réfugiés. Ils échangèrent un signe de tête. Rien de plus. La quatrième fois, Nadia demanda le divorce par un message écrit, bref, sans emphase. David répondit par un seul mot, compris. Il ne sut jamais si elle avait pleuré en écrivant ce message. Il pleura, lui, pendant des heures, seul dans le module qu'on lui avait attribué, incapable de dire si ses larmes concernaient leur séparation ou leur fille, tant les deux douleurs s'étaient mêlées en une seule masse indistincte. Les années suivantes furent une lente reconstruction, individuelle et collective. La forge des Gorlek 9 devint le symbole silencieux d'une humanité qui refusait de disparaître. Des ingénieurs comme David y affluèrent par centaines, portés par un mélange de patriotisme, de rage et de deuil personnel car presque personne, dans ces nébuleuses reculées, n'avait traversé la chute sans y perdre quelqu'un. David gravit les échelons avec une rapidité que ses supérieurs attribuaient au talent, et que lui seul savait être aussi le fruit d'une fuite en avant permanente. Travailler 16 heures par jour sur des schémas de camouflage gravitationnel laissait peu de place aux pensées nocturnes. Il devint, en quelques années, l'un des 3 meilleurs ingénieurs furtifs de toute la forge, un homme dont on chuchotait qu'il ne dormait presque jamais et qu'il parlait à ses circuits comme à de vieux amis. Nadia, de son côté, fut réintégrée aux anges de la mort, désormais rebaptisés simplement les anges, le mot mort étant devenu, après la chute, une évidence qu'il semblait presque indécent de rappeler. Elle enchaîna les missions de reconnaissance les plus périlleuses, refusant systématiquement les permissions de repos auxquelles elle avait droit, jusqu'à ce que son commandant, inquiet, la contraigne à consulter un psychologue militaire. Elle y alla une seule fois. Elle n'y retourna jamais. Ni l'un ni l'autre ne refit sa vie avec quelqu'un d'autre. Ni l'un ni l'autre n'aurait su expliquer pourquoi, si on le lui avait demandé, et sinon peut-être par cette certitude diffuse que la seule personne au monde capable de comprendre l'ampleur exacte de ce qu'ils avaient perdu était précisément celle qu'ils ne pouvaient plus regarder en face. Chapitre 2 Les ombres du Prométhée. 5 ans après la chute, la nébuleuse des Gorlek 9 abritait ce que les survivants appelaient, avec un mélange de fierté et de désespoir, la forge, un ensemble de chantiers dissimulés dans les nuages de gaz froid, invisibles aux capteurs xylar grâce à des technologies de camouflage volées, copiées, réinventées à force d'obstination. C'est là que naquit le Prométhée. Un cuirassé furtif d'un genre nouveau, l'un des 8 exemplaires d'une classe conçue pour faire ce qu'aucun autre vaisseau humain n'avait réussi depuis la chute, traverser les lignes xylar sans être détecté. Sa coque était recouverte d'un revêtement métamatériel absorbant, capable de tromper non seulement les radars conventionnels, mais aussi les capteurs télépathiques rudimentaires que possédaient certains éclaireurs du Dominion, et une prouesse que David Muller, devenu l'un des meilleurs ingénieurs furtifs de la forge, avait contribué à perfectionner pendant des années. Sa première mission n'était pas une mission de destruction. Le haut commandement humain, dirigé désormais par un conseil de survivants aussi pragmatique que désespéré, avait compris une chose essentielle, détruire des vaisseaux xylar ne suffirait jamais. Il fallait comprendre l'ennemi. Voler son réseau de navigation quantique, cette technologie qui permettait au Dominion de coordonner des flottes entières à travers des années-lumière sans délai perceptible. Pour cela, il fallait capturer un éclaireur vivant. Intact. Et en extraire les données avant que sa conscience collective ne le pousse à s'autodétruire, comme le faisaient systématiquement les xylars capturés. David fut nommé ingénieur en chef du Prométhée. Quand on lui annonça le nom du pilote principal, il resta silencieux si longtemps que l'officier chargé de la communication crut la liaison coupée. « Muller ? Vous m'entendez ? » »« Je vous entends, » répondit-il enfin, la voix étrangement calme. « Nadia Volkov. »« Bien sûr. » Le haut commandement ne croyait pas au hasard, seulement à l'efficacité,
et l'efficacité, dans ce cas précis, portait le visage d'une femme qu'il n'avait pas revue depuis 4 ans. Elle arriva à bord 3 jours avant le lancement, dans un silence tout aussi calculé que le sien. Elle portait ses cheveux plus courts qu'avant, une cicatrice discrète barrant son sourcil gauche au souvenir d'une bataille dont elle ne parlait jamais et le même regard gris, capable de jauger une situation tactique en une fraction de seconde et de la juger, elle, en une fraction de seconde également. Ingénieur Muller, dit-elle en guise de salut, avec une politesse de façade qui sonnait plus dure qu'une insulte. Commandante Volkov, répondit-il sur le même ton. Le haut commandement avait raison sur un point, ils travaillaient mieux ensemble que n'importe quel autre binôme ingénieur-pilote de toute la flotte. Leurs esprits fonctionnaient en miroir depuis toujours, anticipant les besoins l'un de l'autre avec une fluidité presque inquiétante. C'était précisément ce qui rendait leur proximité forcée si insupportable, ils se souvenaient encore comment s'aimer, alors même qu'ils avaient désappris comment se parler. Les semaines d'entraînement furent glaciales. Ils échangeaient des ordres, des coordonnées, des rapports techniques, jamais un mot de plus. Chaque silence entre semblait porter le prénom qu'aucun des deux ne prononçait. Helena. Un mot que ni l'un ni l'autre n'osait faire résonner dans l'habitacle exigu du Prométhée, comme si le simple fait de le dire pouvait rouvrir une blessure qu'ils avaient mis 5 ans à recoudre tant bien que mal, chacun de son côté, seul. Le reste de l'équipage, une trentaine d'hommes et de femmes, mécaniciens, soldats, analystes, a appris vite à ne jamais laisser David et Nadia seuls dans la même pièce plus de quelques minutes. Non par crainte d'un conflit. Par crainte de ce silence si dense qu'il semblait avoir un poids propre. Un soir, pourtant, une exception faillit se produire. C'était lors d'une simulation de combat, tard dans la nuit cycle du vaisseau, alors que la majorité de l'équipage dormait. David était descendu vérifier une anomalie dans les capteurs de la baie de simulation et y trouva Nadia, seule, rejouant pour la 10e fois consécutive le même scénario d'interception à un exercice où, dans 8 versions sur 10, son vaisseau simulé finissait détruit. « Tu devrais dormir, dit-il depuis l'entrée, sans réfléchir, avec la familiarité d'un réflexe ancien qu'il regretta aussitôt d'avoir laissé échapper. Elle ne se retourna pas. « Tu devrais aussi, répondit-elle, sur le même ton neutre qu'elle employait depuis des semaines. Pourquoi tu recommences ce scénario ? Le système a déjà validé ta maîtrise depuis longtemps. Parce qu'il y a une version où je perds l'équipage entier à cause d'une erreur de trajectoire de 0,2 de seconde, dit-elle enfin, en suspendant la simulation. Je veux comprendre exactement ce qui cause cette erreur. David s'approcha, malgré lui, et observa les données défilant sur l'écran holographique. Il repéra le problème presque immédiatement, un défaut de calibrage dans les capteurs gravimétriques simulés, pas une erreur de pilotage. Ce n'est pas toi, dit-il en pointant une ligne de code. C'est le simulateur. Le calcul d'inertie ne prend pas en compte le déplacement de masse du carburant consommé. Corrige ce paramètre, et ton scénario perdant disparaît. Nadia resta silencieuse un instant, fixant la ligne de code qu'il venait d'identifier. Tu es toujours capable de faire ça, dit-elle finalement. Trouvez l'erreur avant que je ne finisse ma phrase. Tu es toujours capable de piloter comme si la mort n'existait pas, répondit-il. Ce n'est pas un compliment, ajouta-t-il aussitôt, en la voyant esquisser un mouvement de recul. C'est une inquiétude. Ne t'inquiète pas pour moi, David. Trop tard, dit-il simplement, avant de tourner les talons et de quitter la baie de simulation sans ajouter un mot de plus. Ni l'un ni l'autre ne reparla de cet échange. Mais quelque chose, cette nuit-là, s'était fissuré très légèrement dans le mur qu'ils avaient mis des années à construire entre eux, une fissure minuscule, invisible à l'œil nu, mais bien réelle. La mission fut fixée, intercepter un éclaireur xylar isolé, repéré en patrouille dans les confins du système de Kelmar, à 3 années-lumière de la Forge. Le Prométhée s'y rendrait sans être détecté, immobiliserait le vaisseau ennemi, et une équipe d'abordage capturerait son pilote vivant. Sur le papier, un plan d'une élégance presque mathématique. David savait, en observant les diagrammes tactiques sur son écran la veille du départ, que les plans les plus élégants étaient souvent ceux qui se brisaient le plus violemment au contact du réel. Chapitre 3 : L'abordage. Le Prométhée émergea du saut quantique à la lisière du système de Kelmar avec la discrétion d'un murmure.
Les capteurs de camouflage de David fonctionnèrent à la perfection, l'éclaireur Xylar, un vaisseau fuselé et luisant comme une lame d'obsidienne, ne détecta rien. Approche confirmée, murmura Nadia depuis son poste de pilotage, les doigts effleurant les commandes avec une précision de chirurgienne. Distance, 4000 km. Aucune réaction ennemie. Système de brouillage stable, répondit David depuis la salle des machines, où il surveillait une douzaine d'écrans reliés au bouclier furtif. On est invisible. Pour l'instant. L'équipe d'abordage, menée par le capitaine Owen Bakri, un ancien des anges de la mort qui avait combattu aux côtés de Nadia lors de la chute, se prépara dans le sas d'amarrage. 12 soldats en combinaison renforcée, armés de neutraliseurs ne reconçus pour assommer un Xylar sans le tuer, une technologie encore expérimentale, développée à partir de fragments de circuits ennemis récupérés sur d'anciens champs de bataille. Bakri vérifia une dernière fois son équipement, jetant un regard vers Nadia à travers la vitre du sas. Toujours aussi silencieuse avant une mission, commandante, dit-il avec un sourire fatigué. Ça me rassure. Ça veut dire que le monde n'a pas trop changé. Le monde a changé, Owen, répondit-elle sans sourire. Il ne reste que nous qui faisons semblant du contraire. C'est peut-être suffisant, dit-il, avant de refermer son casque et de donner le signal à son équipe. David, depuis la salle des machines, observait les biosignes de chaque membre de l'équipe d'abordage défiler sur un écran secondaire, un vestige d'habitude professionnelle, mais aussi une manière discrète de veiller sur des gens qu'il connaissait à peine, comme s'il pouvait ainsi compenser son impuissance à protéger quiconque directement. L'arrimage se fit en silence, dans un chuintement métallique à peine audible. 12 silhouettes progressèrent dans l'obscurité organique du vaisseau Xylar, leurs lampes frontales projetant des halos blafards sur des parois qui semblaient respirer. Le plan semblait fonctionner. L'arrimage se fit en silence. L'équipe pénétra dans l'éclaireur Xylar par une brèche découpée au laser, progressant dans des couloirs d'un noir organique, parcourus de veines luminescentes qui palpitaient comme un système nerveux à ciel ouvert. Puis tout bascula. On a un problème, cracha la voix de Bakri dans les communications, hachée par l'interférence. Ce n'est pas un éclaireur isolé. C'est un piège. Il nous attendait. David sentit son sang se glacer en voyant les données affluer sur ses écrans, des signatures énergétiques Xylar surgissant de nulle part, des vaisseaux dissimulés derrière un astéroïde voisin, camouflés eux aussi. Le Dominion avait appris à jouer au jeu de l'invisibilité. « Nadia, dégage-nous de là », dit-il dans le micro, la voix soudain rauque. Passant l'équipe d'abordage, répondit-elle sèchement. Les combats à l'intérieur du vaisseau Xylar tournèrent au désastre en quelques minutes. Les soldats télépathes du Dominion, coordonnés par leur conscience collective, anticipaient chaque mouvement de l'équipe humaine avec une précision effrayante. 3 soldats tombèrent presque immédiatement. Bakri hurla l'ordre de repli. Nadia, sans un mot, activa son unité de propulsion individuelle et se lança elle-même dans la brèche, contre tout protocole, pour couvrir la retraite de son ancienne unité. Nadia, non. Cria David, mais elle avait déjà coupé la communication. Elle traversa le sas d'amarrage en quelques secondes, son arme au poing, et déboucha dans un couloir où 2 soldats Xylar, de haute stature, dotés d'une peau grisâtre parcourue des mêmes veines luminescentes que la coque de leur vaisseau, encerclaient un des soldats humains blessés au sol. Elle abattit le premier d'une rafale précise avant même qu'il n'ait pu se retourner. Le second, alerté par la conscience collective du Dominion une fraction de seconde avant l'impact, esquiva et répliqua par une décharge d'énergie qui manqua Nadia de peu, arrachant un PAN entier de sa combinaison à l'épaule. Elle riposta, le neutralisa, puis souleva le soldat blessé sur son épaule avec une force que seule l'adrénaline pouvait expliquer, avant de reprendre sa course vers le sas. Elle se battit dans les couloirs obscurs avec une rage froide, ramenant 2 soldats blessés vers le sas d'amarrage, encaissant elle-même une décharge neurale en pleine poitrine qui l'envoya s'écraser contre une cloison. La douleur fut immédiate, foudroyante, comme si chaque terminaison nerveuse de son corps s'embrasait à la fois. Elle se releva malgré tout, à moitié aveuglée, la vision brouillée de taches noires, juste à temps pour voir la porte du sas commencer à se refermer et pour s'y jeter, se coinçant le bras dans le mécanisme, hurlant à l'équipage restant de partir sans elle si nécessaire. « Fermez ce sas. Allez-y sans moi s'il le faut. »
cria-t-elle, la voix déformée par la douleur et par le grésillement des communications endommagées. Un jeune technicien, terrifié, hésita une fraction de seconde sur la commande du sas, une hésitation qui, dans le chaos de l'instant, permit à un troisième soldat blessé de franchir le seuil juste avant que la porte ne se referme complètement, écrasant presque le bras de Nadia au passage. Le Prométhée parvint à s'arracher au système de Kelmar dans un déluge de tirs et de sauts de correction gravitationnelle, poursuivi jusqu'à la limite du puits gravitationnel par 3 chasseurs xylars. L'équipe d'abordage était revenue. Mutilée. Le capitaine Bakri agonisait d'une blessure perforante à l'abdomen. 3 autres soldats étaient grièvement atteints. Quant à Nadia, ramenée inconsciente après avoir couvert la retraite de son escouade, elle ne respirait plus que grâce au système d'assistance médicale du module de secours. Quelques secondes plus tard, le lien quantique transmit les ordres du haut commandement. Priorité absolue, préserver les données de navigation récupérées. Préparer un saut quantique immédiat. Les blessés dont la stabilisation compromettrait l'exfiltration devront être abandonnés à leur sort. Un silence glacé tomba sur la passerelle. Le commandant en second se tourna vers la salle des machines. Ingénieur Muller, préparez le cœur quantique. David resta immobile. Son regard était fixé sur l'écran médical où le rythme cardiaque de Nadia vacillait dangereusement. 5 ans plus tôt, il n'avait rien pu faire pour Elena. Cette fois, il avait encore le choix. Sans répondre, il activa les sécurités de maintenance du réacteur quantique. Les verrous physiques se refermèrent sur le cœur de propulsion, bloquant toute séquence de saut. Une procédure prévue pour empêcher une catastrophe technique, mais qui exigeait plusieurs minutes avant de pouvoir être annulée. L'alarme retentit aussitôt. Réacteur verrouillé, annonça l'ordinateur de bord. Muller, s'écria l'officier de quart. Qu'est-ce que vous faites? Si nous sautons maintenant, ils mourront tous. Ce sont les ordres. David inspira profondément. Alors il faudra d'abord me relever de mes fonctions. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Le commandant en second fixa l'écran tactique, où les poursuivants xylars réduisaient lentement la distance. Puis il regarda les constantes vitales des blessés qui s'effondraient les unes après les autres. Enfin, il détourna les yeux. Médecin Idriss, combien de temps vous faut-il? Farah leva à peine la tête de sa table opératoire. 6 heures pour les sauver. 30 minutes pour les rendre transportables. Le commandant serra les mâchoires. Vous avez 30 minutes. Personne ne protesta davantage. Durant cette demi-heure, l'équipage improvisa des manœuvres d'évasion, utilisant les champs gravitationnels des lunes voisines pour retarder les poursuivants pendant que Farah et son équipe luttaient contre la mort. Le capitaine Bakri fut opéré en urgence. Le projectile avait traversé son abdomen en manquant le foie de quelques centimètres. Il survécut de justesse. Nadia, victime d'une décharge neurale massive, fut réanimée après plusieurs minutes d'arrêt respiratoire avant d'être placée dans un coma artificiel afin de limiter les lésions neurologiques. 22 heures plus tard, lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, le Prométhée avait déjà quitté Kelmar depuis longtemps. Farah Idriss sortit enfin du bloc opératoire. Ses épaules semblaient porter le poids des 24 dernières heures. Dans le couloir, David attendait toujours, les mains encore noircies par la graisse et les résidus de carbone des réparations de fortune qu'il avait effectuées sur les circuits du cœur quantique. Elle s'assit silencieusement à côté de lui. Elle va vivre, dit-elle enfin. Le choc neural est sévère. La rééducation sera longue, mais elle vivra. David ferma les yeux. Toute la tension accumulée depuis l'abordage sembla quitter son corps d'un seul coup. Merci. Farah demeura silencieuse quelques instants. Les survivants de l'équipe d'abordage n'arrêtent pas de raconter ce qui s'est passé là-bas. David ne répondit pas. En cette année passée sur des vaisseaux de guerre, j'ai vu des soldats désobéir pour sauver un frère d'armes. J'ai vu des officiers sacrifier leur carrière pour leur équipage. Elle tourna légèrement la tête vers lui. Mais je n'avais encore jamais vu un ingénieur défier un ordre direct du haut commandement, simplement pour offrir 30 minutes de plus à des gens que tout le monde considérait déjà comme condamnés. David baissa les yeux. Je ne pouvais pas les abandonner.
Farah acquiesça lentement. Non, je crois que vous ne le pouviez vraiment pas. David ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Farah hocha la tête, comme si son silence même constituait une réponse suffisante, et s'éloigna vers le poste de commandement pour faire son rapport. David ne quitta pas le module médical. Il resta assis près d'elle, dans le silence feutré de la pièce, entouré du bourdonnement discret des machines de soins, et pour la première fois depuis 5 ans, il se permit de la regarder vraiment. Non pas comme une commandante, non pas comme une ancienne épouse dont la présence le blessait, mais comme la femme qu'il avait aimée avant que le monde ne s'effondre. Lorsqu'elle rouvrit enfin les yeux 48 heures plus tard, la première chose qu'elle vit fut son visage penché au-dessus d'elle, marqué par l'épuisement et par quelque chose qui ressemblait, contre toute attente, à du soulagement pur. « Tu n'aurais pas dû rester, » murmura-t-elle, la voix rauque. « Je sais, » répondit-il simplement. « J'ai entendu Farah parler de ce que tu as fait. Dans mon sommeil je l'ai entendu. Tu as défié le haut commandement. » Oui. Un silence s'installa entre eux, différent des silences glaciaux des semaines précédentes. Celui-ci portait autre chose. Une question qu'aucun des deux n'osait poser à voix haute. « Pourquoi tu as fait ça ?» finit-elle par demander, les yeux fixés sur le plafond métallique plutôt que sur lui. David resta silencieux un long moment. Puis il dit, d'une voix qui trembla légèrement malgré lui. « Parce que la dernière fois que j'ai perdu quelqu'un que j'aimais, je n'étais pas là pour empêcher que ça arrive. Cette fois, j'étais là. Et je ne pouvais pas rester immobile une deuxième fois. » Le mot flotta entre eux, suspendu. Aimait. Nadia ferma les yeux, non par lassitude, mais pour retenir quelque chose qui menaçait de déborder. Quand elle les rouvrit, ils étaient humides. « Elle me manque tous les jours, » dit-elle enfin, prononçant pour la première fois depuis 7 ans une phrase entière sur leur fille sans que sa voix ne se brise de rage ou de culpabilité. Pas seulement la nuit où on l'a perdue. Tous les jours. Je pensais que si j'arrêtais de t'en parler, la douleur finirait par s'user. Elle ne s'est jamais usée. Elle s'est juste tue. La mienne aussi, répondit David. Je pensais que c'était ma faute. Que si j'avais été un meilleur ingénieur, j'aurais pu renforcer cette coque. J'aurais pu prévoir cette faille structurelle. J'ai passé 5 ans à essayer de rendre chaque vaisseau que je construisais suffisamment solide pour qu'aucun autre parent n'ait à vivre ça. Je crois que c'est la seule façon que j'ai trouvé de continuer à respirer. Ce n'était la faute de personne, dit-elle, et pour la première fois, elle sembla croire réellement cette phrase qu'ils avaient tous deux refusé de prononcer pendant 5 ans. C'était la guerre. C'était eux. Pas nous. Confinés dans ce module exigu pendant que le Prométhée filait à travers l'espace profond pour échapper à la poursuite Xylar, David et Nadia laissèrent enfin remonter ce qu'ils avaient enfoui non pas dans une explosion de larmes cinématographiques, mais dans une conversation lente, hachée, douloureuse, qui dura des heures. Ils parlèrent d'Elena non plus comme d'une blessure, mais comme d'un souvenir, sa manière de rire trop fort aux blagues qu'elle ne comprenait pas complètement, sa passion précoce pour les étoiles qu'elle observait depuis le hublot de leur appartement orbital, sa façon de s'endormir toujours en tenant la main de l'un ou de l'autre. Ils comprirent, cette nuit-là, une vérité simple qu'ils avaient mis tant d'années à admettre, ils ne s'étaient jamais réellement cessé de s'aimer. Ils avaient seulement laissé la guerre et le deuil qu'elle avait engendré leur voler jusqu'au droit de souffrir ensemble, de se soutenir plutôt que de s'éviter. À un moment, Nadia esquissa un sourire fragile, le premier depuis des années, en évoquant un souvenir précis. « Tu te souviens de la fois où elle a essayé de convaincre l'instituteur de la station que les étoiles étaient vivantes ?» demanda-t-elle. Elle avait quoi, 4 ans? Elle était tellement certaine d'avoir raison qu'elle a refusé de manger son repas pendant 2 jours, en signe de protestation, jusqu'à ce que l'instituteur cède et lui dise qu'elle avait peut-être raison. David laissa échapper un rire bref, presque douloureux tant il avait l'habitude de refouler ce genre de souvenir plutôt que de le laisser remonter. « Elle tenait ça de toi, dit-il. Cet entêtement absolu à ne jamais céder face à une autorité qu'elle jugeait dans l'erreur. Elle tenait de toi sa manière de tout observer avant d'agir, répondit Nadia. Je me souviens qu'elle pouvait rester 1 heure entière à te regarder réparer un circuit, sans un mot, juste à observer tes mains. Ils continuèrent ainsi,
échangeant des fragments de mémoire qu'ils avaient chacun cru être seuls à porter, découvrant avec un mélange de soulagement et de tristesse renouvelée que l'autre avait gardé, intact, tout un pan de souvenirs qu'ils croyaient avoir perdus en cessant de se parler. J'ai gardé son carnet de dessins, avoua Nadia à voix basse. Je ne l'ai jamais rouvert. Je ne pouvais pas. Mais je ne pouvais pas m'en séparer non plus. Moi, j'ai gardé un des jouets, dit David. Une petite réplique de vaisseau qu'elle adorait. Il est resté rangé dans un tiroir pendant 5 ans. Parfois, je l'ouvre juste pour le regarder, sans le toucher. Un long silence suivit, non plus pesant comme ceux d'avant, mais empreint d'une forme de paix fragile, comme si le simple fait d'avoir enfin partagé ces détails avait allégé un poids qu'ils portaient seuls depuis trop longtemps. Leurs mains se rejoignirent dans l'obscurité du module médical, timidement d'abord, comme deux personnes qui redécouvrent un geste ancien et familier après une trop longue absence. Si on survit à cette guerre, dit Nadia doucement, je veux qu'on lui offre quelque chose. Pas un monument. Pas une cérémonie. Un avenir. Un monde où plus aucun parent n'aura à vivre ce qu'on a vécu. Alors finissons ce qu'on a commencé, répondit David. Et cette fois, faisons-le ensemble. Chapitre 4 Le secret de la faille. Le fragment de données volé lors de l'abordage manqué s'avéra plus précieux que quiconque ne l'avait espéré. Les analystes de la Forge, travaillant sans relâche pendant des semaines, parvinrent à décrypter des schémas qui bouleversèrent tout ce que l'humanité croyait savoir sur le dominion xylar. La télépathie xylar n'était pas une capacité biologique innée, contrairement à ce que l'on avait longtemps supposé. Elle dépendait d'une source externe, une anomalie cosmique d'une ampleur inimaginable, une faille dans la structure même de l'espace-temps, localisée au cœur du système natal des Xylars, une planète nommée Xylaris. Cette fracture cosmique amplifiait l'activité neuronale de chaque individu Xylar, créant un champ de résonance capable de relier des milliards d'esprits en une conscience unique, distribuée sur des années-lumière sans délai perceptible. C'était la source de leur coordination militaire parfaite, de leur capacité à anticiper chaque manœuvre humaine avant même qu'elle ne soit exécutée. Et c'était aussi, comprirent les stratèges humains avec un mélange de terreur et d'espoir, leur unique vulnérabilité. Sans la faille, les Xylars redevenaient des individus isolés. Intelligents, certes, redoutables au combat individuel, mais incapables de cette coordination surnaturelle qui avait pulvérisé les défenses terriennes 5 ans plus tôt. Leur empire entier, leur suprématie militaire, tout reposait sur une seule anomalie cosmique. Le haut commandement humain, réuni en urgence à bord de la station mère de la Forge, comprit immédiatement l'ampleur de cette découverte. La guerre ne se gagnera pas en détruisant leur flotte une à une, déclara l'amiral Shen, qui dirigeait le conseil de guerre depuis la chute. Nous n'en avons pas les moyens, et nous ne les aurons jamais. Il faut détruire l'esprit qui les unit toutes. David, invité à présenter ses conclusions techniques devant le conseil, exposa une théorie qu'il avait élaborée en collaboration avec les physiciens de la Forge. Si la faille amplifiait l'activité neuronale par un phénomène de résonance quantique, il devenait théoriquement possible de provoquer son effondrement en générant une impulsion électromagnétique inversée, calibrée pour entrer en résonance destructive avec la structure de l'anomalie elle-même. Théoriquement. Aucun réacteur humain n'avait jamais été conçu pour générer une telle impulsion. Le processus impliquerait de pousser un système de propulsion bien au-delà de ses tolérances de sécurité, dans une surcharge qui rendrait très probablement impossible tout retour du vaisseau porteur de l'arme. Combien de temps pour construire un tel dispositif, demanda l'amiral Shen. Le Prométhée peut être modifié en 3 semaines, répondit David sans hésiter. Son réacteur furtif est déjà conçu pour absorber des surcharges énergétiques extrêmes. C'est le vaisseau le plus adapté de toute la flotte. Un silence pesant s'installa dans la salle du conseil. Un des officiers présents, le général Torrance, un homme au visage buriné par des décennies de service avant même la chute, prit la parole d'un ton sceptique. Ingénieur Muller, avec tout le respect que je vous dois, vous nous demandez de parier l'intégralité de notre flotte de combat sur une théorie physique jamais testée, exécutée par un unique vaisseau au cœur du système ennemi le mieux défendu de toute la galaxie connue. Général, répondit David sans se départir de son calme, je vous demande de parier sur la seule stratégie qui offre une chance réelle de mettre fin à cette guerre. Continuer à affronter le Dominion vaisseau contre vaisseau,
c'est retarder notre propre extinction de quelques années, pas l'éviter. Nous n'avons pas les ressources industrielles pour égaler leur production. Nous ne les aurons peut-être jamais. La seule victoire possible passe par la destruction de leur coordination, pas de leur flotte. L'amiral Chen observa longuement les schémas techniques projetés au centre de la salle, ses doigts tambourinant doucement sur la table. « Quelle est la marge d'erreur de votre calcul de résonance » demanda-t-elle enfin. « Faible, admit David. Nous n'avons qu'un seul fragment de données pour calibrer la fréquence exacte. Mais les modèles physiques développés par notre équipe scientifique convergent tous vers la même plage de résonance, à quelques pourcents près. Et si le calcul est erroné? Alors le Prométhée explosera sans effet, dit David sans détour. Et nous devrons trouver une autre solution, avec moins de temps et moins de ressources qu'aujourd'hui. Le général Torrance secoua la tête, mais l'amiral Chen leva une main pour l'interrompre avant qu'il ne puisse formuler d'objections supplémentaires. Nous avons perdu la Terre en 96 heures, dit-elle d'une voix posée mais ferme. Nous avons passé plus de 5 ans à reconstruire dans l'ombre, en économisant chaque ressource, chaque vie, chaque vaisseau, en espérant qu'un jour se présenterait une occasion de renverser le rapport de force. Cette occasion est peut-être la seule que nous n'aurons jamais. Je ne vais pas la laisser passer par excès de prudence. Elle se tourna vers David. Vous avez 3 semaines, ingénieur Muller. Faites en sorte que ce vaisseau soit prêt. Vous êtes conscient, ajouta-t-elle d'une voix grave, que le pilote et l'équipage de ce vaisseau auront très peu de chances de survivre à cette mission. J'en suis conscient, répondit David. Je demande à être celui qui supervise cette modification, et à embarquer à bord lors de la mission finale. Ce soir-là, il retrouva Nadia sur la passerelle d'observation du Prométhée, contemplant les étoiles à travers le hublot blindé. J'ai entendu, dit-elle sans se retourner. Tu veux embarquer sur une mission suicide. Je veux finir ce qu'on a commencé, répondit-il en venant se placer à côté d'elle. Alors je pilote, dit-elle simplement, comme une évidence. Personne d'autre ne fera traverser ce vaisseau à travers l'enfer que ça va être. David la regarda longuement. Il n'essaya pas de la dissuader. Il savait, mieux que quiconque, qu'elle ne changerait pas d'avis, et une part de lui la part qui avait passé 5 ans à espérer secrètement une occasion de tout réparer refusait de vivre cette mission sans elle à ses côtés. On y va ensemble, alors, dit-il. Elle posa sa main sur la sienne, sur la rambarde froide de la passerelle, et pour la première fois depuis la mort d'Helena, ce geste ne portait plus le poids d'un regret. Il portait celui d'une promesse. Les 3 semaines suivantes furent parmi les plus intenses de toute la carrière de David. Le réacteur du Prométhée dut être entièrement démonté, renforcé, recalibré pour supporter une surcharge que ses concepteurs originaux n'avaient jamais envisagée. Il travailla parfois 20 heures d'affilée, entouré d'une équipe de techniciens qui apprirent à redouter et à admirer en même temps son perfectionnisme obsessionnel. Chaque soudure compte, répétait-il inlassablement à ses subordonnés. On n'a pas le droit à une seconde tentative. Nadia, de son côté, passa ces mêmes semaines en simulation intensive, réentraînant son corps et son esprit aux trajectoires les plus extrêmes que le Prométhée serait amené à exécuter. Elle dormait à peine 3 heures par nuit, refusant systématiquement les suppléments proposés par Farah Idriss pour soulager la fatigue accumulée. Le soir précédant le départ, alors que l'essentiel de l'équipage tentait de trouver un sommeil incertain, David retrouva Nadia dans le hangar où reposait le Prométhée, désormais méthodiquement modifié, ses lignes furtives dissimulant à peine les renforts structurels visibles sur sa coque. « Il est prêt », dit-il en posant une main sur la coque froide du vaisseau, presque comme on caresserait un être vivant. « Toi aussi », demanda-t-elle. « Je ne sais pas si on peut vraiment se préparer à ça, avoua-t-il. Mais je sais pourquoi je le fais. Ça suffit. Moi aussi, dit-elle. Et pour la première fois depuis très longtemps, ça me suffit vraiment. Ils passèrent cette dernière nuit avant le départ ensemble, non pas dans une étreinte dramatique digne des récits épiques, mais dans quelque chose de plus simple et de plus vrai, assis côte à côte sur le pont d'observation, en silence, leurs épaules se touchant légèrement, regardant les étoiles qu'ils s'apprêtaient peut-être à voir pour la dernière fois. Chapitre 5 Xilaris. 3 semaines plus tard, la plus grande offensive jamais lancée par l'humanité convergea vers Xilaris,
le monde originel du Dominion. Des milliers de bâtiments, rassemblés depuis tous les chantiers secrets disséminés dans les nébuleuses du système, émergèrent simultanément de leur saut quantique aux abords du système natal Xylar. La flotte humaine, longtemps considérée comme éteinte, révélait enfin sa véritable ampleur, 6 années de reconstruction acharnée, de sacrifices, d'ingéniosité désespérée, concentrées en une seule offensive. Les cieux de Xylaris s'embrasèrent. Les vaisseaux-mondes Xylar, des forteresses longues de dizaines de kilomètres capables de manipuler la gravité locale, déployèrent leur défense avec une puissance qui rappela à chaque soldat humain la terreur de la chute. Des essaims de chasseurs Xylar obscurcirent littéralement les étoiles, tandis que des lunes artificielles, transformées en plateformes d'armement, ouvraient le feu sur les flottes humaines en formation qui essayaient tant bien que mal à l'éviter. Des océans de plasma engloutirent des escadres entières en quelques secondes. Ce n'était plus une bataille. C'était une apocalypse à échelle stellaire. Au cœur de ce chaos, le Prométhée, désormais équipé du dispositif expérimental conçu par David, reçut sa mission, percer le cœur du champ de bataille, atteindre la faille temporelle enfouie sous la surface de Xylaris, et déclencher l'impulsion qui la détruirait. Une mission probablement sans retour. Formation de percée dans 10 secondes, annonça Nadia depuis son poste de pilotage, les mains fermement posées sur les commandes, le regard d'une concentration absolue. Réacteur en surcharge contrôlée, répondit David depuis la salle des machines, où il surveillait des jauges qui approchaient déjà des limites théoriques du système. Prêt à générer l'impulsion dès qu'on atteint la zone de résonance. Le Prométhée plongea dans le champ de bataille comme une lame s'enfonçant dans une chair vivante. Nadia pilotait avec une précision surnaturelle, esquivant des faisceaux gravitationnels capables de broyer la coque d'un cuirassé en un instant, traversant des explosions qui déchiraient littéralement le tissu de l'espace autour d'eux, slalomant entre des débris de vaisseaux plus gros que des villes entières. Chaque seconde repoussait les limites du possible. 3 vaisseaux Xylar en interception. Cria l'officier tactique. Je m'en occupe, répondit Nadia, actionnant une série de manœuvres évasives qui envoyèrent l'équipage entier se cramponner à leur poste. Dans les entrailles du vaisseau, David surveillait le réacteur avec une attention presque religieuse, ajustant manuellement des paramètres que personne d'autre ne maîtrisait aussi bien que lui, poussant le système bien au-delà de toutes les tolérances de sécurité pour lesquelles il avait été conçu. Des alarmes hurlaient autour de lui. Il les ignora. On approche de la zone de résonance. Cria-t-il dans le micro de communication. Encore 2 minutes. On ne les a pas, 2 minutes, répondit Nadia, virant brutalement pour éviter un faisceau qui manqua le Prométhée de quelques mètres à peine. Alors fais en sorte de les avoir, cria David. Le vaisseau tremblait de toutes ses jointures, son revêtement furtif grillé par endroits, ses boucliers réduits à un tiers de leur capacité initiale. Mais il avançait. Toujours. Porté par la détermination froide de 2 personnes qui avaient déjà survécu à la pire douleur qu'un être humain puisse connaître, et qui n'avaient plus rien à craindre que l'échec de leurs promesses. À mi-parcours, un impact direct arracha une partie du blindage tribord, envoyant une décompression brutale à travers 2 compartiments secondaires. Un technicien mourut instantanément, aspiré dans le vide avant même que les portes étanches n'aient pu se refermer. David sentit son estomac se nouer en recevant le rapport, mais il n'eut pas le temps de s'y attarder, les jauges du réacteur venaient de franchir un seuil critique. David, le réacteur. Cria Nadia depuis son poste, la voix tendue par l'effort de maintenir la trajectoire à travers un déluge de tirs croisés. Il ne tiendra pas si tu ne stabilises pas le flux dans les 30 secondes. Je m'en occupe, répondit-il, plongeant ses mains dans un panneau ouvert, arrachant des connexions endommagées pour les reconnecter manuellement, sentant la chaleur du métal surchauffé lui brûler presque la peau à travers ses gants. Un vaisseau Xylar, plus rapide que les autres, parvint à se glisser dans leur sillage, calquant sa trajectoire sur celle du Prométhée avec une précision redoutable, préparant visiblement une frappe qui viserait directement leur réacteur exposé. « Nadia, on a un problème derrière nous. » prévint l'officier tactique. « Je le vois, » répondit-elle sèchement, les yeux rivés sur les écrans de navigation. Dans un geste d'une audace presque suicidaire, elle inversa brutalement la poussée principale du Prométhée, provoquant une décélération si violente que l'ensemble de l'équipage fut plaqué contre ses harnais de sécurité,
laissant le vaisseau poursuivant les dépasser de plusieurs centaines de mètres avant de pouvoir corriger sa propre trajectoire, un instant de vulnérabilité que Nadia exploita immédiatement en réactivant la poussée à pleine puissance, se plaçant cette fois dans l'angle mordu. Poursuivant. Tourelle arrière, feu. Ordonna TL. Le vaisseau Xylar explosa dans une gerbe de lumière bleutée, ses débris se dispersant silencieusement dans le vide. Encore une minute avant la zone de résonance, cria David, la voix rauque, couverte par le vacarme des alarmes. On y sera, répondit Nadia, avec une conviction qui ne laissait aucune place au doute. Ils atteignirent enfin le cœur de l'anomalie et une distorsion visible à l'œil nu, une cicatrice violette et pulsante dans le tissu même de l'espace, flottant au-dessus de l'atmosphère de Xylaris comme un œil ouvert sur une dimension que l'esprit humain ne pouvait qu'à peine concevoir. Position atteinte, cria Nadia. Déclenchement de la séquence, répondit David, les mains tremblantes posées sur les commandes du réacteur. Le temps sembla se figer. L'impulsion électromagnétique inversée jaillit du Prométhée comme un cri silencieux, se propageant à travers l'espace en une fraction de seconde, entrant en résonance destructive avec la structure fondamentale de la faille temporelle. La fracture cosmique s'effondra sur elle-même. L'onde de choc qui en résulta traversa l'intégralité du système en un instant, un éclair de lumière blanche qui aveugla momentanément tous les capteurs des deux camps. Puis, dans l'esprit de chaque Xylar présent dans ce système et bien au-delà, les voix s'éteignirent. La conscience collective, tissée pendant des millions d'années à travers un empire galactique entier, se brisa d'un seul coup. Des milliers de commandants Xylar, habitués depuis leur naissance à penser en tant qu'organisme unique, se retrouvèrent brutalement seuls dans leur propre esprit, incapables de coordonner leur flotte, incapables même de comprendre pleinement ce qui venait de leur arriver. Leur gigantesque vaisseau-monde, privé de la synchronisation parfaite qui faisait leur force, devint aveugle. Leur formation, impeccable l'instant d'avant, se désagrégèrent en un chaos désordonné. L'Alliance humaine, qui avait appris à se battre dans le désespoir pendant si longues années, lança sa contre-attaque avec une férocité renouvelée. Cette fois, ce n'étaient plus les humains qui fuyaient. Quelques heures plus tard à peine, le Dominion Xylar, empire vieux de plusieurs millions d'années, cessa d'exister en tant que force organisée. Épilogue l'écho. Le Prométhée dérivait silencieusement parmi les épaves d'un empire déchu. Le vaisseau était éventré, ses moteurs définitivement morts, ses systèmes s'éteignant les uns après les autres dans une agonie mécanique lente et presque paisible après le chaos de la bataille. La surcharge du réacteur, exactement comme David l'avait prévu, avait consumé le cœur même du vaisseau. Mais contre toute probabilité, la coque avait tenu. L'équipage, réduit et épuisé, avait survécu. Dans l'obscurité du poste d'observation, David et Nadia étaient assis côte à côte, enveloppés dans des couvertures thermiques, attendant l'arrivée des vaisseaux de secours qui progressaient lentement à travers le champ de débris. Leurs mains se rejoignirent, sans hésitation cette fois. Puis leurs lèvres se touchèrent dans un baiser où se mêlait le soulagement d'être vivant, la douleur des pertes et l'espoir fragile d'un avenir à reconstruire. À travers le hublot fissuré, ils contemplaient les restes d'un empire vieux de plusieurs millions d'années et des fragments de vaisseaux-mondes dérivant comme des continents brisés, des lunes artificielles réduites à des amas de métal tordu, illuminés par la lumière froide et indifférente des étoiles d'Andromède. Les premières transmissions de victoire commencèrent à résonner sur les fréquences humaines, des voix épuisées mais vivantes, annonçant à travers tout le système la chute du Dominion. On ne l'a pas ramené, dit Nadia doucement, sa voix à peine audible dans le silence du poste d'observation. On ne pourra jamais, répondit David. Mais on lui a donné quelque chose, continua-t-elle, les yeux brillants de larmes qu'elle ne chercha pas à retenir cette fois. Un avenir, acheva David. Un avenir où l'humanité ne serait plus jamais une proie ? Demanda Nadia. Un avenir où d'autres enfants pourraient observer les étoiles depuis le hublot de leur appartement, sans que ces mêmes étoiles ne deviennent un jour le théâtre de leur perte. David tourna la tête vers Nadia. Malgré les larmes, un sourire timide naissait au coin de ses lèvres. Et peut-être, un jour, nous aurons son petit frère ou sa petite sœur. Nadia laissa échapper un rire étouffé. Tu vas un peu vite, ingénieur en chef, un frère ou une sœur ? J'ai parlé d'un seul, répondit-il avec un sourire retrouvé.
J'avais plutôt en tête d'avoir une véritable ribambelle d'enfants. Pour la première fois depuis des semaines, ils rirent ensemble. Un rire fragile, encore chargé de douleur, mais assez vivant pour rappeler que, même après la nuit la plus sombre, l'avenir trouvait toujours le chemin des cœurs. Farah Idriss les rejoignit sur le pont d'observation, un peu plus tard, apportant avec elle 2 gobelets d'un liquide chaud et sans saveur particulière, mais dont la chaleur suffisait à rappeler à leurs mains gelées qu'ils étaient bel et bien vivants. L'équipage tient bon, annonça TL. Bakri s'est réveillé il y a 1 heure. La première chose qu'il a demandé, c'est si vous aviez réussi. Dites-lui que oui, répondit Nadia avec un sourire fatigué. Farah hocha la tête et s'attarda un instant, observant les 2 silhouettes assises côte à côte, leurs mains toujours jointes. Vous savez, dit-elle avant de repartir, tout au long de mes années de service, je n'avais jamais vu un ingénieur et un pilote travailler en une telle harmonie. Le haut commandement avait raison de vous réunir sur ce vaisseau. Je crois qu'il savait depuis le début que vous étiez la seule équipe capable de mener cette mission jusqu'au bout. Il savait surtout que nous avions tous les 2 quelque chose à prouver, dit David. Peut-être, répondit Farah. Ou peut-être qu'il savait simplement que certaines blessures ne se referment que si on cesse de les affronter seul. Elle s'éloigna, les laissant à nouveau dans le silence du poste d'observation, un silence désormais habité non plus par l'absence, mais par une présence retrouvée. Ils restèrent ainsi longtemps, en silence, leurs mains jointes, tandis que les vaisseaux de secours approchaient lentement à travers les débris scintillants d'une guerre enfin achevée. Et c'est alors que le capteur de communication, resté allumé par habitude plus que par nécessité, capta quelque chose. Un signal. Faible, presque imperceptible, provenant non pas du système de Xylaris, ni même de la galaxie d'Andromède, mais de bien plus loin encore des profondeurs de l'espace intergalactique, d'un point que les instruments humains ne parvenaient même pas à situer avec précision. Un écho. Comme si quelque chose, quelque part, au-delà de toute distance concevable, avait entendu la chute des Xylars. David et Nadia échangèrent un regard, et dans ce regard se mêlaient l'épuisement, le soulagement, l'amour retrouvé et une inquiétude nouvelle, sourde, qui venait tout juste de naître. Quelque part, au-delà des étoiles qu'ils venaient de libérer, quelque chose s'était peut-être réveillé. Fin de l'histoire.